Bonjour tout le monde. On vient d'entendre une présentation très intéressante de Nelly Brière. Elle a dit beaucoup des choses que je voulais dire, fait que ça va permettre de raccourcir ma présentation. Merci beaucoup de l'invitation. Denis, évidemment, et Benoît, et les membres du bureau, et vous tous qui êtes ici ce matin. Très content d'être là sur une tribune aussi prestigieuse que celle du 31e congrès du SCFP Québec. Je m'en voudrais tout d'abord de ne pas prendre un instant pour souligner le 40e anniversaire du Comité des femmes du SCFP Québec. Je trouve que ça cadre bien avec le thème « Prendre sa place ». En 40 ans, on a vu beaucoup de progrès qui méritent d'être soulignés, mais évidemment, on constate qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire, parce qu'évidemment, toutes les fois qu'on entend une femme pour la première fois occupe les fonctions ça démontre qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Donc, je voulais souligner ça. Également, aujourd'hui, je voulais souligner que c'est le 15 mai, c'est le 100e anniversaire de la grève générale de Winnipeg, qui est probablement la grève la plus célèbre au Canada, qui a enclenché toutes sortes de mouvements populaires à l'époque, évidemment en 1919. 30 000 travailleurs qui sont sortis en grève. Ça a amené des grèves de sympathie un peu partout à travers le pays. Évidemment, ça a brassé à l'époque des arrestations des leaders syndicaux, autre chose. C'est une date importante dans l'histoire du mouvement syndical, celle de l'anniversaire de la grève générale de Winnipeg. Alors, aujourd'hui, on m'a demandé de vous parler de la place des syndicats dans la sphère publique. Vous venez de répondre à la question. J'ai hâte de voir vos réponses. Moi, ma réponse est claire, c'est que oui, c'est important pour les syndicats de prendre sa place dans la sphère publique, dans l'espace public. C'est une chose fondamentale, en fait, en tant qu'acteur social, pour plusieurs raisons. Ça doit avoir une importance primordiale dans votre planification stratégique. Lorsque vous vous préparez pour vos négociations, pour la table de négociation, vous devez planifier tout ça, comment vous allez faire vos interventions pour pouvoir obtenir de l'appui, pour pouvoir faire passer vos messages. Et ça, si on le fait à la dernière minute, évidemment, on est en mode rattrapage. De l'autre côté, on le sait, on les voit aller, ils se préparent d'avance. Et donc, il faut se préparer d'avance et occuper l'espace public doit faire partie de ces considérations. Et d'entrée de jeu, je veux dire que ça s'applique évidemment pour les syndicats nationaux, les centrales, mais ça s'applique aussi pour les sections locales. C'est un élément qui est trop souvent mis de côté ou on ne porte pas assez attention à cette vision à long terme, la planification stratégique, comment occuper l'espace public pour les sections locales. Premièrement, on va s'entendre sur la définition des syndicats, d'un syndicat qui est généralement, là, la définition primaire, c'est un regroupement de travailleurs et qui sont unis ensemble pour la défense de leurs intérêts communs. C'est la définition de base d'un syndicat. Cette définition de base-là, on peut la bonifier, évidemment, parce que cette défense des intérêts communs passe, entre autres, par l'établissement d'un rapport de force. Toujours clé en négociation, un rapport de force. Et ce rapport de force-là, traditionnellement, on le voit, c'est établi par la force de la solidarité des travailleurs et des travailleuses dans chaque unité et à travers le mouvement syndical. C'est le rapport de force traditionnel. C'est ça qui permet d'aller à la table de négociation, d'avoir non seulement une légitimité démocratique, mais aussi les arguments nécessaires pour dissuader l'employeur d'agir contre l'intérêt des membres et donc contre l'intérêt commun. Ce rapport de force-là, on le voit, peut être établi donc entre nous, entre travailleurs, mais on peut l'élargir également, parce qu'on peut l'établir par la capacité du syndicat d'occuper l'espace public. Le rapport de force se trouve renforcé lorsqu'on est en mesure de créer des alliances.
lorsqu'on est en mesure de gagner l'appui du public, de l'opinion publique, de la population en général, et donc d'influencer les décideurs, que ce soit des décideurs économiques, des décideurs politiques, il y a une influence qu'il peut avoir et l'opinion publique encore et toujours une influence importante. Donc, si on est capable de gagner cet appui populaire-là, c'est à ce moment-là qu'on augmente notre rapport de force et qui nous amène, évidemment, à la table de négociation avec des meilleurs outils. Est-ce que c'est mon verre d'eau? Oui, merci beaucoup. On a même deux. Double dipping. Donc, les politiciens, le patronat, les décideurs en général sont influençables. Pour être influençable, il y a une condition sine qua non, c'est qu'on doit avoir quelqu'un qui fait valoir nos intérêts. Et c'est là que l'occupation de l'espace public entre en jeu. Il faut être donc en mesure de mettre une bonne partie de l'opinion publique de son côté pour accroître le rapport de force dont je parlais. Pousser à sa logique, à sa limite logique, ça signifie qu'on pourra démontrer aux décideurs que s'ils font le mauvais choix sur un enjeu quelconque, il y aura des conséquences. L'opinion publique pourra décider d'exprimer son mécontentement, soit en achetant différemment, soit en votant différemment. C'est selon. Et sans être une menace claire, c'est quelque chose qui demeure à l'esprit des gens lorsqu'ils entrent dans une négociation. Et si le rapport de force est établi dès le départ, évidemment, ça rend les choses plus faciles. Parce que plusieurs de ces décideurs-là ont peur du risque, ne veulent pas risquer la perte de vote, d'une part, la perte de consommateurs, d'autre part. Donc, il y a différents modèles qu'on peut regarder, mais c'est fondamentalement ce rapport de force-là, lorsqu'il est établi, facilite la négociation parce qu'on a une oreille plus attentive de l'autre côté. Là, je viens de parler de vote, de voter autrement. Je vais prendre quelques minutes pour parler de la situation actuelle. On l'a entendu dans la présentation précédente de Mme Brière. On vit dans une époque où les comportements sociopolitiques sont en grande transformation. On le voit là, au cours des dernières élections qu'on a vues dans disons, de la dernière décennie. Il y a des grands mouvements électoraux qui se déroulent. Il y a un manque de patience des électeurs de plus en plus. D'ailleurs, plusieurs des gouvernements qui ont été défaits récemment, dans les 5 dernières années, sont des gouvernements qui n'ont survécu qu'un seul terme. Alors qu'avant, la norme, c'était 2 termes, voire 3, voire 4. Ça change. Les gens n'ont plus de patience. Lorsque les promesses sont faites, ne sont pas livrées, les gens abandonnent, changent d'idée, votent ailleurs. Ça arrive de plus en plus fréquemment, et ça va continuer d'arriver. Parce que le sentiment traditionnel de loyauté des électeurs envers un parti donné s'effrite, disparaît. L'époque où notre arrière-grand-père venait d'outre-tombe pour marquer d'une croix sur le bulletin de vote notre vote pour le Parti libéral, c'est terminé. Ça n'arrive plus. Les gens n'ont plus de loyauté, et c'est d'autant plus vrai avec ceux qu'on appelle les milléniaux, qui, eux, ont eu leur éducation sociopolitique dans un milieu, le milieu qu'on connaît, que Nelly Brière vient d'expliquer avec brio, qui sont exposés à cette éducation politique d'une façon différente que les générations précédentes. Là, dans le contexte où on vit au Canada, évidemment, depuis quelque temps, ça donne l'élection de gouvernements conservateurs successifs dans plusieurs provinces. Ça, partout au Canada. Il y a une autre élection à Terre-Neuve qui s'en vient, peut-être un autre gouvernement conservateur qui viendra au pouvoir. C'est un changement plutôt marqué par rapport à ce qui était en place avant l'élection fédérale de 2015. C'est comme un tournant qui s'est établi à cause de ce manque de loyauté-là, à cause du manque de patience des électeurs. Et ça m'amène à parler de l'élection fédérale qui s'en vient. Parce que ce manque de loyauté des électeurs, ça nous amène à constater 2, 3 choses. Mais une des choses fondamentales, c'est que les gens, si vous avez des attentes, si vous assumez que vous savez ce qui va se passer, vous avez tort. Si vous assumez que Justin Trudeau ne sera plus premier ministre au mois de novembre, vous avez tort.
Si vous assumez que c'est garanti qu'Andrew Scheer va être premier ministre, vous avez tort. Si vous assumez que le NPD, la vague orange, c'est mort, vous avez tort. Si vous assumez que le Bloc québécois, les souverainistes, c'est terminé, vous avez tort. Si vous assumez que le Parti vert est un parti marginal, vous avez tort. Si vous assumez que le Parti populaire de Maxime Bernier est une nuisance, ouais, vous n'avez peut-être pas tort là-dessus. Mais il n'en demeure pas moins que Maxime Bernier a réussi à bâtir un parti à partir de rien en utilisant les méthodes éprouvées ailleurs dans le monde, en se bâtissant une organisation que ses anciens collègues conservateurs disaient impossible et qu'il a, selon toute vraisemblance, l'intention de présenter 338 candidats lors de la prochaine élection fédérale. Et on ne sait pas ce qui va arriver. Pour l'instant, ça ne marche pas. Le Parti populaire n'a de populaire que le nom. Mais il est là. Il n'était pas là il y a 2 ans. Et ça, c'est une nouveauté, évidemment, sur la scène politique fédérale. Et je veux parler de ça parce qu'évidemment, on a vu à travers le monde occidental, dans les démocraties occidentales, une espèce de sentiment généralisé de ras-le-bol. Le monde est tanné. Et donc, réagissent en votant différemment. Sortent des cadres établis. Rejettent les partis politiques traditionnels, rejettent les politiciens traditionnels, cherchent une solution à leurs problèmes. Et ça a amené, évidemment, une certaine montée du populisme. Un populisme plus fréquemment à droite qu'à gauche, mais ça arrive à gauche également. Et donc, le populisme, c'est un phénomène mondial, particulièrement présent en Europe, mais également en Amérique du Nord. Une idéologie ou un mouvement politique qui est basé sur la promotion du peuple, imaginaire ou réel, c'est jamais vraiment clair, mais un peuple un peu utopique, souvent représentant la majorité silencieuse ou disant le faire, souvent misant sur les questions identitaires notamment, qui développait un discours qui est fondé sur la triple méfiance. Une triple méfiance qui vise, vous n'allez pas être surpris, notamment certaines élites, les élites médiatiques, les élites économiques du gouvernement, évidemment les syndicaux, les mouvements syndicaux sont ciblés, comme faisant partie d'une espèce de complot. On entend ce discours-là. Il y a une méfiance, évidemment, à l'endroit aussi d'un système, comment je pourrais dire, un système caché, hein? La théorie du complot. On l'entend. Donald Trump est fort là-dessus, les complots, qui trahissent, ces complots qui trahissent les intérêts fondamentaux du peuple. Et évidemment, également, cette méfiance envers des phénomènes internationaux dont on n'a pas le contrôle. Immigration, grands mouvements de masse, les organisations internationales qui tentent d'imposer leurs règles sur notre collectivité, notre communauté, qui veulent se superposer aux décisions démocratiques locales, qui usurpent notre droit de décider nous-mêmes de notre avenir. Comme je le disais, c'est parfois associé à la droite, parfois à la gauche. Présentement, c'est plus souvent à droite, mais n'en demeure pas moins que le populisme, avant d'être une idéologie, c'est un style politique. Doctrine simple, un chef fort, charismatique, qui sort peut-être des fois de nulle part, pas des rangs des partis, et qui peuvent compter sur une organisation de masse structurée qui, elle aussi, semble sortir de nulle part. Ils ont une capacité de mobilisation qui pourrait être un peu insoupçonnée. Et ça a fonctionné dans certains cas jusqu'à les amener au pouvoir. Une forme d'anti-intellectualisme également, une forme d'anti-parlementarisme. On en a contre le système. Le système ne nous a pas aidés, au contraire, nous a nui. Il faut changer le système. Dans certains cas, on a un discours anti-urbain, anti-ville, anti-élite, des relents xénophobes. C'est des éléments qu'on retrouve présentement.
Et tout ça s'appuie sur la prétention que le peuple est bon, le peuple est saint, mais c'est les dirigeants qui sont corrompus et le peuple a été trahi par ces dirigeants-là, a été trompé par ces dirigeants-là. Et donc, il y a une espèce de caractère moralisateur à tout ça qui est mis en place dans le discours du populiste actuel. On parle beaucoup de nostalgie. Hein? Make America Great Again. Certains vont se demander c'était quand ça, qui était great, certains. Mais aux États-Unis, ça répond à une perception que les gens ont de leur propre pays. Et dans d'autres pays également, cette perception-là est présente. Et donc, le chef, le leader, les populistes arrivent un peu en sauveur. Quelqu'un qui nous comprend, quelqu'un qui est différent, qui ne fait pas partie de la clique. Et dans le cas de Donald Trump, c'est un peu paradoxal parce que s'il y a quelqu'un qui a fait partie de la clique pendant longtemps et qui en a profité, c'est lui. Mais ce n'est pas important parce que son discours ne véhicule pas ça. Et donc, selon l'idéologie populiste, ou enfin le mouvement populiste, ce leader devient un justicier, un arbitre, quelqu'un qui peut juger qu'est-ce qui est vrai et pas vrai. Les fake news, on vient d'en parler. Donald Trump a popularisé cette expression, l'utilisait à Essien et maintenant c'est rendu partout parce qu'il était en mesure de dire ce qui était vrai et ce qui n'était pas vrai à sa base qui répondait très bien. Alors, tout ce mouvement populiste-là, pour faire une genèse rapide, ça monte à la crise de 2007, la crise économique de 2007. Ça a amené une montée du populisme, plus souvent à droite qu'à gauche, mais à gauche, il y a des mouvements. Bernie Sanders, c'est un exemple. Jeremy Corbyn, en Angleterre, un exemple. Il y a des exemples plus proches, plus près de nous aussi également. Et ce populisme se manifeste toujours par le rejet de la classe politique traditionnelle. En France, Emmanuel Macron a été élu, sortait de nulle part, un parti qui n'existait pas, qui a misé sur cette colère de la population pour gagner. Les gens n'ont pas de patience et les mêmes personnes qui ont voté pour Macron maintenant ont un gilet jaune et sont dans les rues pour manifester contre lui. C'est le même monde. Grosso modo, il y a des exceptions, mais les gilets jaunes étaient des partisans de Macron. C'est eux qui l'ont amené au pouvoir. Il n'a pas livré, il les a déçus, les gens sont tannés, vont ailleurs. Au Royaume-Uni, c'est un exemple de rejet des politiques traditionnelles. On a eu la montée du parti UKIP, qui est un parti très radical. Ça a amené au Brexit. Le Brexit, évidemment, c'est le fiasco qu'on connaît. Et c'est rendu que maintenant, il y a un nouveau parti qui s'appelle le Parti Brexit, qui est en tête dans les sondages pour les élections européennes qui s'en viennent dans quelques semaines. Les conservateurs au pouvoir sont en 5e place à 11 %. C'est là où on est rendu en Angleterre, au Royaume-Uni. C'est pour vous dire comment le séisme qui s'en vient pourrait avoir des effets partout sur l'Europe à cause de la montée de ce genre de mouvement-là. Aux États-Unis, on a parlé de Trump, évidemment, et ce que je veux mentionner par rapport à ça, et c'est vrai pour la France, c'est vrai pour le Royaume-Uni, c'est vrai au Canada également, c'est que Trump et d'autres leaders populistes de droite ont réussi à capturer une grande partie du vote syndical. Les travailleurs syndiqués, la classe moyenne, vont chercher là-dedans parce qu'ils sentent qu'il est en mesure de répondre à leurs craintes, au fait qu'ils ne se sentent pas écoutés, pas compris, et donc un discours taillé sur mesure pour eux. Et ces gens-là répondent, même si leurs intérêts socio-économiques, lorsqu'on les analyse froidement, démontrent que les politiques qui seront mises en place à la suite de l'élection de ces gouvernements-là vont être à l'encontre de leurs intérêts. Au Canada, Doug Ford, qui est en train de faire des coupures profondes en santé, en éducation, mais il était là for the people, puis il promettait la bière à 1 piastre. Hey, ça, c'est bon. Hein? La bière à 1 piastre. C'est pas d'en trouver, par exemple. Moi, j'habite à pas loin d'Ottawa, là, puis on n'en voit pas. Mais il s'est fait élire là-dessus, puis ça a tellement marché qu'en l'île Prince-Édouard, il a repris la promesse de la bière à 1 piastre, puis il s'est fait élire là-dessus, lui avec. Ça va bien? Je veux dire, il y a évidemment des gens qui ont fait la comparaison avec François Legault. Certains disent qu'il est populiste, certains disent qu'il ne l'est pas. Il y a eu des comparaisons avec Trump. Il n'en demeure pas moins que François Legault est à la tête d'un parti qui, il y a 10 ans à peine, n'existait pas.
Donc, il y a le parallèle à tracer, le rejet des partis traditionnels. François Legault a misé là-dessus. Et là, comme j'en ai parlé tout à l'heure, Maxime Bernier va tenter de faire la même chose au fédéral. Pour l'instant, ça ne marche pas. On va se croiser les doigts. Et là, je veux ouvrir une petite parenthèse pour parler de la réponse syndicale à ce courant-là. Il y a 3 réponses qu'on peut voir généralement au populisme, à la montée du populisme de droite. Il y a l'opposition que je dirais traditionnelle, où on s'oppose et on tente de créer des coalitions larges pour tenter de s'opposer à ces gouvernements, à ces politiques. Il y a la politique d'apaisement, où on tente de négocier, travailler, forger des liens avec ces gouvernements-là. Et il y a aussi la politique qui dit de radicalisation, où plus un gouvernement est à droite et strident, plus on va devenir strident à gauche, ce qui crée une polarisation. Pas à moi de vous dire quelle façon de réagir, mais c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on peut observer. Il y a une 4e façon, c'est le laisser-faire. Connaissant les gens du SCFP, ce n'est pas vos habitudes. Hein? Donc, ce courant populiste-là, à la cote, obtient des résultats qui chamboulent l'ordre établi. Et il y a plusieurs raisons à cela, notamment la multiplication, comme on l'a entendu, des sources d'information, l'arrivée des réseaux sociaux, la sphère publique telle qu'on l'entendait, autrefois, n'est plus ce qu'elle était. La sphère publique a explosé. Il y a comme des centaines de milliers de différentes sphères publiques qui existent. Et ça, on peut le voir comme un défi, parce qu'évidemment, il est plus difficile aujourd'hui de rejoindre un plus grand nombre de gens à la fois. Hein, autrefois, on faisait une conférence de presse, tous les réseaux étaient là, les journaux étaient là, c'était partout, puis tout le monde recevait l'information en même temps. Mais il y a une crise dans les médias, les salles de nouvelles sont essoufflées quand ils ne sont pas juste coupés, quand ils n'existent plus. Les journalistes pédalent beaucoup pour tenter de fournir de l'information, et les médias, bien, il y a une perte des revenus publicitaires qui amène d'autres coupures. C'est vers ça qu'on s'en va. Et donc, on peut voir ça comme un problème. C'est plus difficile d'aller rejoindre les gens globalement. Mais c'est aussi une opportunité. Parce qu'il est plus facile maintenant, à cause de la montée des réseaux sociaux, de multiplier les interactions directes avec les citoyens. On enlève le filtre des médias et on peut véhiculer soi-même son message à la population, à notre auditoire. On n'a plus besoin nécessairement de passer par les médias. On doit continuer de le faire. On n'abandonne pas l'un pour l'autre, mais on utilise ces opportunités-là pour essayer de rejoindre le plus grand nombre possible, en identifiant notre auditoire, en micro-ciblant le cas échéant. Les partis politiques sont très bons là-dedans. Et aussi en bénéficiant de ce que j'appellerais la multiplicité des diffuseurs. Et là, j'aimerais vous poser la question, qui ici a un compte Facebook? Levez la main. Gardez la main élevée. Qui a un compte Twitter? Donc, gardez la main élevée, tous ceux qui ont un compte Facebook. OK. Il y a pas mal de monde. Gardez la main élevée, s'il vous plaît. J'aime ça, vous voir comme ça. Parmi vous, qui a utilisé ses comptes de réseaux sociaux pour diffuser un message concernant l'événement où on est présentement sur le Congrès? Qui l'a fait? Pour partager de l'information, pour diffuser un article, pour... Alors, vous voyez, déjà, on a les diffuseurs, il y en a beaucoup parmi vous qui n'ont pas utilisé ce média social qui est à votre disposition pour parler de l'événement auquel vous participez. Et si on garde en tête que l'objectif principal est d'accroître le rapport de force, je reviens à ça, le potentiel qu'offrent les médias sociaux est immense. Surtout quand on ajoute à votre capacité la capacité d'amplification, vos propres réseaux, les amis, les connaissances que vous avez qui peuvent voir vos choses et qui peuvent le répéter. Donald Trump l'a utilisé de manière très efficace. Le potentiel est là pour nous de le faire, pour occuper cet espace public-là. Et c'est important de considérer également que les décideurs sont très sensibles aux interventions des gens auprès d'eux, faites en public.
Ce qui n'était pas possible avant. On ne pouvait pas interpeller des politiciens directement sur leur compte Twitter, ça n'existait pas. Si on rencontrait dans la rue, peut-être, mais s'il n'y a pas de caméra, c'est comme si ça ne s'était pas passé. Tandis que là, c'est public, tout le monde peut le voir, tout le monde peut voir la réaction des décideurs, qu'ils soient politiciens ou économiques, et surtout quand c'est fait par du vrai monde. Les gens, les décideurs sont frileux, ils n'aiment pas ça. C'est pour rien que souvent, lorsque des gens ont des problèmes avec certaines compagnies, mettent le cas sur les médias sociaux, et là, ça se règle. Si on passe par la méthode traditionnelle en envoyant une lettre ou même juste un courriel, là, ça se perd dans la machine, puis personne n'en parle. Alors, il y a cette fenêtre, cette vitrine qui est là, et peut être utilisée par vous pour véhiculer votre message. Évidemment, la compétition est très forte, parce qu'en plus des syndicats, les groupes sociaux, les lobbies, la société civile, les entreprises, les différents paliers de gouvernement, les partis politiques compétitionnent tous pour cet espace public qui est disponible. Tous et chacun, à droite comme à gauche, ils veulent occuper cet espace public-là. Pourquoi? Pour influencer les citoyens, pour éventuellement influencer les décideurs. C'est ça l'objectif. Et puisque l'espace public auquel est exposée la population a changé, bien, il faut s'adapter. Et là, je ne veux pas répéter trop de choses que Nelly Brière a dites, mais je vais tenter de faire une image. Imaginez que l'espace public, la sphère publique, c'est comme une grosse tarte. J'ai choisi la tarte parce que, toute évidence, j'aime bien les tartes. Alors, à tous les jours, on fait une nouvelle tarte, et là, tout le monde, tous les acteurs sociaux dont je viens de vous parler, mettent leurs ingrédients là-dedans. Les syndicats mettent les petits fruits. CFP met des bleuets, Uniforme met des fraises, puis bon. Mouvement écologiste met de la luzerne. Puis le gouvernement met des pinottes, des amandes, choses comme ça. Patronat met des patates. Patronat et des patates, si vous voulez que je vous dise. Les banques mettent de la viande. Enfin, vous comprenez l'idée, là? Tout le monde met ses ingrédients dans la tarte. Tous ces ingrédients-là sont mélangés, et là, la tarte est offerte à la population. Il y a 30 ans, même 20 ans, les gens, la plupart des gens, prenaient 3-4 pointes de tarte par jour. Lisaient le journal le matin, écoutaient la radio en allant au boulot, en revenant, écoutaient le téléjournal, nouvelles télévisées le soir. Donc, on prenait ces tartes-là, c'était grosso modo souvent la même tarte. Il y avait des saveurs qui changeaient dépendamment des ingrédients qui avaient été mis puis qui avaient été repris par les différents médias qu'on choisissait, mais c'était comme ça. Tout le monde, à peu près, fonctionnait comme ça. C'était comme ça que ça fonctionnait. Le modèle était assez unique et il y avait, disons qu'il y avait une stabilité au niveau des idées, une certaine stabilité au niveau du contenu qui était un peu plus prévisible qu'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, les gens en prennent de moins en moins de pointes de tarte. Ça ne veut pas dire qu'ils ne mangent pas de tarte, mais la pointe, là, ils en prennent moins. Des gens qui lisent le journal de A à Z à tous les matins, format papier, il y en a de moins en moins. Des gens qui s'assoient pour écouter les nouvelles télévisées, de moins en moins. Les codes d'écoute sont en baisse. C'est pareil pour la radio. Parce qu'ils sont capables aujourd'hui, comme Nelly Brière vient de l'expliquer, d'aller chercher les ingrédients qu'ils veulent dans la tarte. Ils prennent leur cuillère et ils vont chercher l'ingrédient. S'ils veulent des petits fruits, ils vont chercher les petits fruits. Ils prennent leurs petits fruits et ils s'alimentent de ça, un bleuet à la fois. Un podcast par là, un texte Facebook, on clique sur un lien relié que l'algorithme a choisi pour nous parce qu'on a aimé les 2 bleuets avant. C'est comme ça que l'information qu'on accumule, qu'on ingère, est devenue de moins en moins verticale, où on avait une pointe de tarte avec toutes sortes d'ingrédients mêlés, puis de plus en plus horizontale. On a trouvé là, la couche de bleuets, puis on va continuer de manger cette couche-là. Et donc, ce comportement a amené la montée des fake news, parce que les gens cherchent à toujours manger la même chose. Ils veulent voir leur opinion reflétée dans ce qu'ils consomment. Donc, on écarte ce qu'on n'aime pas, on prend ce qu'on aime, même si ça vient de sources douteuses, parce que ça nous conforte dans les convictions qu'on a, les opinions qu'on a, des fois les valeurs qu'on a. Et donc, pour les acteurs sociaux comme les syndicats, il faut réagir. La capacité à influencer les élus et les décideurs
dépend de la place qu'on réussit à prendre. Pas nécessairement en quantité, quoique ça peut aider, mais surtout en qualité. On continue de mettre des ingrédients dans la tarte, mais il faut penser à diversifier ces ingrédients pour aller chercher des gens qui sont de moins en moins exposés aux petits fruits. Autrement dit, peut-être que là, il faut penser à mettre un peu de luzerne dans notre recette, amener d'autres ingrédients, parce que les syndicats peuvent influencer le débat public, pas seulement sur les enjeux qui relèvent strictement du droit du travail ou de négociation collective, mais d'autres enjeux. Pourquoi? Parce qu'en occupant cet espace public, en intervenant dans des dossiers connexes, on réussit à faire 3 choses. Premièrement, on devient un intervenant crédible pour les médias, ce qui renforce notre capacité de livrer nos messages principaux lors de négociations. Les journalistes sont des créatures d'habitude. Lorsque vous faites une intervention dans un domaine donné et que vous avez été bon et que vous avez répondu dans des délais acceptables, les chansons qui vont vous rappeler. Et si vous êtes disponible, il va vous rappeler encore. Ça me mène au deuxième point. À partir de ce moment-là, on augmente son taux de notoriété auprès de la population. Et donc, ça nous permet d'augmenter aussi le capital de sympathie que le public porte envers nous, envers l'organisation. Et plus on est familier avec quelqu'un, plus on a tendance à créer un lien affectif, à apprécier ça et à l'écouter, le cas échéant. Si on arrive à la dernière minute et qu'on n'a pas créé ce lien, on sort un peu de nulle part. Et troisièmement, ça c'est très important, on renforce son réseau d'alliés en s'impliquant dans des causes qui, à première vue, ne sont pas dans le champ d'action principal du syndicat, mais il y a toujours des liens connexes qu'on peut établir sur toutes sortes d'enjeux de société qui, en bout de ligne, peut nous permettre de lutter pour l'amélioration de la qualité de la vie des membres. Et en obtenant, en appuyant certains de ces alliés-là, eux vont se revirer de bord plus tard et peut-être qu'ils vont vous appuyer lorsque le moment sera venu. Si vous n'avez pas fait ce travail de base en sortant publiquement sur certains dossiers pour appuyer tel groupe ou tel groupe, évidemment, eux aussi vont rester chez eux lorsque le moment sera venu. Attention, ceci dit, ça ne veut pas dire n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment. On n'est pas à parler pour parler, là. Il faut établir quelques paramètres sur la qualité du message et sur l'efficacité du message. Alors, quand on parle de qualité du message, quel est le message? Qu'est-ce qu'on veut dire? À qui on parle? Là, on peut tester, on peut évaluer, il faut faire ça d'avance, savoir quel point résonne avec les gens, et ça n'a pas besoin d'être compliqué. Des petits focus group avec des gens ciblés qui peuvent nous dire un peu le son de cloche de gens qui ne sont pas impliqués de près dans les négociations, peuvent nous indiquer comment les gens vont réagir lorsqu'on leur propose des idées, des façons de faire. On établit un plan, on le peaufine en faisant notre recherche, et après ça, on le met en exécution. Savoir comment le public cible, l'auditoire, va réagir, c'est important, parce que sinon, on y va à l'aveuglette. Et si l'objectif est de créer un rapport de force, on veut que l'opinion publique se mette de notre côté. Influencer les décideurs par la suite. Efficacité du message, bien, comment on véhicule son message? On a parlé des médias sociaux, c'est une avenue. Les médias traditionnels, une autre avenue. Alors, qui le transmet? C'est quoi la portée? Qui on peut rejoindre? Et comment on le fait? En étant créatif. Évidemment, créatif, ça, c'est plus facile à dire qu'à faire. Moi, j'adore toujours quand des gens viennent me voir et disent « Peux-tu nous créer une vidéo virale? » Ben oui. Oui, je vais essayer. C'est pas facile à faire. Mais être créatif pour attirer l'œil, pour attirer l'attention, particulièrement sur les médias sociaux, en utilisant des images, des graphiques, des choses comme ça, plutôt que simplement des textes. Les gens passent beaucoup d'une chose à l'autre rapidement. En conclusion, les organisations auxquelles les syndicats font face ne se gênent pas pour passer leur message et intervenir dans différents débats, même si à première vue, ça ne semble pas les impliquer directement. Ils ne se gênent pas. Le patronat ne se gêne pas. Le gouvernement ne se gêne surtout pas. Les partis politiques interviennent dans tout. Les syndicats ont l'avantage du nombre, souvent. L'avantage de la connaissance du terrain et les moyens de projeter les priorités que nous avons en tant que mouvement syndical. Et si nous, on ne le fait pas, bien évident qu'il n'y a personne qui va le faire à notre place.
il n'y a pas vraiment, on a parlé de contre-pouvoir tantôt, il n'y a pas vraiment de contre-pouvoir qui a la capacité de mobilisation que les syndicats ont encore. Je sais que vous faites une manifestation dans quelques minutes. C'est un pouvoir énorme de mobiliser les gens, mais il faut aller au-delà de la mobilisation traditionnelle. SCFP Québec, vous avez quoi, 120 000 membres? 120 000 membres. Alors, si les 120 000 membres agissent ensemble pendant la même période sur les décideurs, peu importe l'enjeu qui est choisi, là, mais les 120 000 personnes, le rapport de force qui est établi, la pression qui vient a un immense potentiel. Et si on regarde au niveau canadien, 680 000 membres, imaginez, là, 680 000 membres qui, ensemble ou à peu près en même temps, mettent sur leurs réseaux sociaux un message semblable, similaire, qui dit la même chose. Puis là, ça prend juste une autre personne de leur entourage, puis on est rendu à 1,2 million de personnes. Ça peut aller vite. Mais pour ça, il faut mobiliser ses membres, il faut montrer l'exemple, il faut publier, il faut republier, il faut prendre l'espace qui est occupé, parce que si on ne le prend pas sur les fils de médias sociaux, il y a quelqu'un d'autre qui va le prendre, cet espace-là. À l'échelle des sections locales, dans les villes, dans les régions, l'opportunité de créer une masse critique qui peut avoir de l'influence sur les décideurs, particulièrement les politiciens locaux, peut être encore plus simple, évidemment, parce que l'échelle est plus petite et donc la communauté peut être mobilisée plus rapidement. Et en occupant l'espace public de manière stratégique, en tissant des liens, en trouvant des alliés, en établissant un niveau de notoriété, en participant au débat, on devient un acteur connu, on se retrouve en bout de ligne en meilleure position pour obtenir des gains, non seulement à la table de négociation, mais également des gains en matière de progrès social en général. Je vous remercie beaucoup. Je pense qu'on a peut-être le temps pour quelques questions. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Je vois micro numéro 1. Merci. C'était Patrick Glotney, vice-président du secteur municipal. C'était très intéressant et je dois admettre que vous avez parfaitement raison. Et dans le thème du congrès, prendre notre place, il faut la prendre sur la place publique. Je vous l'ai mentionné, je viens du secteur municipal. Pas besoin de vous dire ce qui s'est passé dans les dernières années avec le secteur municipal et on a pris notre place. Et le SFP nous a pris sa place aussi. Le fait d'être présent à l'intérieur des instances du gouvernement a fait en sorte que on a pu limiter les dégâts des projets de loi sur lesquels les gouvernements ont voulu nous attaquer. On n'a pas tous gagné, naturellement. Mais maintenant, lorsqu'on rentre à l'Assemblée nationale, je vois Denis, Marc, Stephen Doucet, qui est secrétaire général du CPSM. Lorsqu'on rentre à l'Assemblée générale, pas à l'Assemblée générale, à l'Assemblée nationale, les agents de sécurité nous reconnaissent. Fait qu'imaginez-vous les députés. Mais ça a cet impact-là. En même temps, il ne faut pas juste le faire. Puis je suis content, vous avez terminé avec au niveau des municipalités, au niveau des régions. Mais il faut le faire à ce niveau-là aussi. Parce que je suis président de la section locale des Cols Blancs de la ville de Repentigny. Depuis quelques années, nous, on s'en va au conseil de ville. Puis on dérange les gens, juste par notre présence, on ne pose pas de questions, mais on est capable d'entendre les gens qui nous dirigent, puis ils savent on sait où ils s'en vont, puis s'il y a des choses à corriger, on a des messages à passer par après. Moi, personnellement, le mouvement syndical va gagner les futures batailles de cette façon-là, parce que vous avez parlé de la mobilisation. Oui, on fait une manifestation. Manifestation, on doit se renouveler, on les fait de façon différente. Et moi, personnellement, la mobilisation doit passer par l'espace public. On a un rôle à jouer dans la société. Tous les batailles que le mouvement syndical a gagnées, on est un partenaire sociétal parce que tous les projets de loi, on a à penser, là, on va revenir loin parce que dans le secteur municipal, lundi, on a fait un historique sur toutes les guerres syndicales qu'on a eues, toutes les grèves. Mais sans les batailles du mouvement syndical,
on n'aurait pas la semaine de 40 heures, on n'aurait pas des congés, on n'aurait pas de vacances, on n'aurait pas d'RQAP, on n'aurait pas tout ça. Donc, c'est la preuve vivante que lorsque un mouvement syndical prend sa place dans la société, bien, on est capable de changer les choses. Fait que je vous remercie. Puis en terminant, vous avez parlé un petit peu de politique, puis malheureusement, je fais partie des cynismes de ce monde vis-à-vis la politique d'aujourd'hui. J'aimerais vous entendre sur le vote stratégique, puis peut-être vous entendre un peu sur gouvernement de coalition, parce qu'actuellement, on vote des gouvernements, mais on vote pour le taureau, le moins pire de la gang, puis ça nous mène nulle part. On sait qu'en Europe, il y a souvent des gouvernements de coalition. On ne parlera pas de ce qui se passe en France en même temps, là, mais j'aimerais vous entendre là-dessus, s'il vous plaît. Une très bonne question. Ce qu'on peut constater au Canada dans les dernières 10 années, je dirais, c'est une peut-être quinzaine d'années, c'est une recrudescence des gouvernements minoritaires. Il y a plusieurs personnes qui ont fait des promesses, plusieurs politiciens qui ont fait des promesses que le système nominal à un tour qu'on connaît, au plus fort la poche, c'était fini, qu'on allait passer à autre chose, à la proportionnelle. Puis ce qu'on constate, c'est que malgré le fait qu'on n'a pas passé à un système proportionnel, les gens refusent de voter en masse pour un parti et de plus en plus, on voit des gouvernements minoritaires. Il y en a un en Colombie-Britannique présentement, du NPD appuyé par les Verts. Il y en a un au Nouveau-Brunswick également, les conservateurs appuyés par le parti de l'Alliance des gens, qui est un parti pas très sympathique. Mais bon, tout ça pour dire que le système a été basé pour 2 partis et de plus en plus, on voit 3, 4 partis présents dans les législatures et au fédéral, on en a 6 partis qui sont présents. Donc, éventuellement, le système, s'il ne change pas, devra s'accommoder de ça et les coalitions vont peut-être devenir plus la norme parce que le vote s'éclate, il n'y a plus de loyauté. Et là, ça va être intéressant de voir qui pourra s'allier avec qui. Ça s'en vient, à mon avis. Le gouvernement au fédéral, je pense qu'il y a des bonnes chances qu'il y ait un gouvernement minoritaire. Et là, qui va s'allier avec qui va travailler avec qui, ça va être intéressant. Il y a toutes sortes de modèles, dépendamment des priorités politiques de tous et chacun. Ce qui m'amène à parler du vote stratégique. Le vote stratégique, c'est une façon de faire qui ne fonctionne pas lorsqu'on fait l'analyse comté par comté. Mais ça peut faire, c'est un argument politique qui est utilisé pour créer des effets de masse, des vagues, entre autres, surtout lorsqu'on veut battre un gouvernement. Et lorsqu'il y a un appétit de changement, l'appel au vote stratégique se fait souvent des 2 bords, c'est-à-dire voter pour nous où les barbares conservateurs vont entrer, d'une part, ou voter pour nous où les corrompus libéraux vont rester au pouvoir. Et on entend ce discours-là, tente de créer une polarisation parce que le système veut ça. Et ce qu'on a constaté au cours des ans, c'est que l'appel au vote stratégique fonctionne et finit par donner le résultat contraire parce qu'on, dans certains comtés où le parti, le NPD par exemple, ou le Bloc ou un autre parti pourrait battre le parti qu'on veut battre, on va voter pour le parti qui veut le vote stratégique et on finit par faire élire le mauvais parti. Moi, à mon avis, les gens devraient voter leur conscience et leur conviction, c'est ce que je tente de faire. Évidemment, on doit constater que ce n'est pas le cas pour tout le monde parce que ce message-là fonctionne avec une certaine partie de la population, même si les résultats ne sont pas nécessairement là. Bon, mais je pense que j'ai été clair. En terminant, vous allez manifester, là, vous avez des comptes de médias sociaux, je vous mets au défi, tous et chacun, prenez une photo, partagez-la, dites pourquoi vous êtes là, diffusez votre message. Vous avez l'événement tout cuit dans le bec pour le faire, c'est simple, c'est facile. Si tout le monde le fait ici dans la salle et que vous retrouvez quelqu'un dans votre réseau qui amplifie votre message, bien, ça va déjà faire de cette manifestation-là un plus gros succès que ça va l'être déjà. Merci beaucoup.